Je démarre Chers dès que vous amis, me dites c'est s'il un y a Albert. plaisir pour moi d'accueillir Armand Braun. Armand Braun, je le connais depuis 50 ans à peu près. Il était à l'époque le conseiller de l'Institut de l'entreprise, qui était un think tank dans lequel on trouvait les dirigeants des grandes entreprises françaises. Et il a bien connu et conseillé beaucoup de grands dirigeants français en essayant de leur expliquer ce qu'il pouvait y avoir de surprenant dans l'évolution des choses et de les ouvrir à un avenir qui n'était pas seulement la répétition du présent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que son intervention était extrêmement importante pour clôturer ce symposium parce que il a une vision à la fois pratique des choses, de la vie économique, et en même temps une vision prospective empruntée à Gaston Berger, hein, dont il est peut-être le successeur, pourrait-on dire. Et L'élève, l'élève, pas le successeur. Et je pense que pour nous éclairer sur l'avenir, après l'avenir dont on parle le plus souvent, c'était lui qui devait nous en parler. Armand, à vous. Alors, tout d'abord, je voudrais le dire, je suis très sensible à l'honneur que représente pour moi votre invitation. Et c'est effectivement, Hubert, de la préparation de l'avenir que je me propose de vous parler. Parce que nous vivons un temps de bascule dans lequel préparer l'avenir devient la tâche majeure. Jamais l'humanité ne s'est trouvée confrontée à un tel défi qui s'adresse à chaque nation, à chaque activité, à chaque personne. Nos comportements d'humains, jusqu'ici seulement façonnés par le passé et le présent, doivent désormais faire une grande place à ce que Gaston Berger appelait la référence de l'avenir. Il est urgent que nous nous en rendions compte, car l'anxiété que suscite l'immobilité actuelle ne cesse de croître, surtout chez les jeunes. C'est maintenant que l'avenir surgit dans nos vies et que nous en occuper devient une forme majeure du devoir. Le politique est la dimension première de la vie en société. Il ne sera pas moins essentiel demain qu'il l'a été au fil du temps et qu'il est de nos jours. Or, l'avenir reste pour nous, de fait, l'endroit où nous nous débarrassons de nos responsabilités. L'affaire de la dette publique est une illustration de cette pratique. Comment aller plus loin? Ce n'est pas à la surface des choses, ni en s'attachant exclusivement à des problématiques spécifiques que nous pourrons le faire. Nous avons un problème de perception de la réalité. La vie en ville en fournit une illustration quotidienne. Plus marteler le discours sur les mobilités douces, plus effective la violence. Il faut plonger dans les profondeurs, c'est-à-dire c'est-à-dire comprendre que tout est à faire, repenser le politique, et j'oserais aller jusqu'à dire qu'il y a lieu d'élever le niveau de la civilisation. Ce sont les trois thèmes que je voudrais développer. Comprendre que tout est à faire. Les thématiques de l'écologie et de l'intelligence artificielle sont absolument majeures, nul ne le conteste. Et pourtant, elles ne portent que sur une fraction des enjeux.
Je ne suis pas sûr, par exemple, que les problématiques de l'éducation, de la santé, du logement soient moins importantes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'aller au-delà de la transdisciplinarité qui est la raison d'être du CIRET. C'est un art ou une science de l'appréhension globale de la question de l'avenir que nous avons besoin d'élaborer et qui pour le moment n'existe pas encore. Donc, premier point, c'est tout est à faire. Deuxième point, repenser le politique. Le politique est la dimension première de la vie en société. Il ne sera pas moins essentiel demain qu'il l'a été au fil du temps et qu'il l'est de nos jours. Mais il a de plus en plus de mal à assumer ses missions. En pratique, les démocraties restent immobiles. Je veux dire par là qu'elles sont toujours sous l'influence des passions du moment, dans le cadre d'institutions dont le passé est la référence, et que cela crée des problèmes de plus en plus nombreux. Exemple, le Brexit. Les grands-parents ont voté pour, les petits-enfants pleurent, et j'ose cette question tout à fait choquante. Le vote des électeurs est-il encore le meilleur fondement de la décision démocratique? Il est urgent de concevoir une forme glissante de démocratie qui prenne en compte nos successeurs, qui conjugue la sensibilité aux circonstances immédiates et les effets en retour de l'avenir. Un exemple parmi tant d'autres là aussi, comment financer les retraites dans le contexte de l'effondrement démographique en cours et dont les premières conséquences sont déjà visibles. Donc, je ne fais qu'en réalité qu'esquisser des thématiques, mais je crois que ces thématiques sont absolument majeures. La première était importante, comprendre que tout est à faire. La deuxième, si possible encore plus, parce que si le politique ne comprend pas et il continue à ne pas comprendre, quels que soient les courants et tout ça, s'il y a un grand vide du politique en face de la réalité, on n'ira pas très loin. Et enfin, je voudrais, troisième partie, proposer une ambition. Je pense que nous avons besoin d'ambition et d'ambition universelle. Ceci paraît tout à fait irréaliste dans le contexte actuel, mais le réalisme, c'est d'être irréaliste vis-à-vis de la pensée courante. Et là, élever le niveau de la civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la civilisation humaine globale. Et ça, d'ailleurs, la globalité de l'humanité est quelque chose qui commence à être perçu par tous. Mais nous n'avons encore que des approches sectorielles et géographiquement limitées. Mais alors que les prédictions sinistres nous arrivent de toutes parts, il est essentiel que nous leur opposions un projet, un moteur. Et ce projet peut être de créer, de découvrir, d'inventer ces réponses qui sont par excellence le propre de l'humanité. Ainsi, par exemple, en refusant de subir l'intelligence artificielle générative, mais en décidant d'en tirer parti pour nos propres objectifs de l'humanité,
nous resterons partie prenante de la réalité qui surgit. En fait, nous sommes toujours sous l'empire de ce biais que dénonçait Raymond Aron, la paresse de penser. Nous nous conformons aux circonstances dans lesquelles le hasard nous fait vivre et qui sont elles-mêmes bien souvent façonnées par divers formatages enracinés dans le passé. Là, elle a en fait actuellement toutes les circonstances favorables pour se déployer, la force des choses. Et l'humanité existe parce qu'elle a toujours refusé la force des choses. La force des choses est synonyme de laisser aller. Elle conduit à l'ensauvagement et au retour des temps obscurs. On ne doit jamais oublier que nous avons connu des siècles et des siècles de temps obscurs et qu'en sortir a toujours été un effort héroïque de certains dans le passé. Et oui, en fait, si je résume, du passé, il est important de préserver les valeurs et tout ce qui a fait de nous des humains. Beaucoup de circonstances actuelles montrent que préserver l'humanité, c'est un vrai problème. Et la préserver non pas de ce qu'elle subit de l'extérieur, mais de ce qu'elle subit de l'intérieur. En fait, le passé, avec ses valeurs, nous porte et leur oubli, l'oubli de ces valeurs, nous dépouillerait de notre identité. Mais il n'y a pas de loi historique. Bergson l'avait expliqué en son temps. Il est avant tout important d'écarter les fixismes que la paresse de penser a installés. Ainsi, nous devrions nous poser cette question désormais primordiale. Que voulons-nous? Que veut l'humanité? Qu'est-ce qu'elle souhaite au-delà des banalités courantes? Nous n'en savons rien. C'est une tâche universelle que de le concevoir et de partager ainsi l'ambition de poursuivre notre chemin et d'élever le niveau de la civilisation. Merci, merci beaucoup, Armand Braun. Euh, Vous avez parlé d'un risque qui était celui d'un retour des temps obscurs. Est-ce que vous pensez que nous allons vers des temps obscurs ou que nous pourrons l'éviter? Je pense que nous sommes au bord de l'abîme parce que, euh, d'abord, je rappelle, par exemple, les longs siècles qui se sont passés entre Athènes, qui était vraiment un instant inexpliqué, ensuite Rome, et ensuite tout ce qui s'est passé jusqu'au début du Moyen Âge. Il y a eu là des temps obscurs et il y a encore des régions du monde qui sont dans les temps obscurs. Et demain, la facilité, c'est ce que j'appelais la force des choses, nous ramènera vers cela, vers les temps obscurs, parce que je ne vois nulle part euh, la compréhension des choses et encore moins l'effort à réaliser. Je ne vois pas non plus que les populations ou les politiques perçoivent la chance fantastique que nous avons de poursuivre l'élévation du niveau de la civilisation qui seul nous évitera de retomber dans tout cela. Et le mot d'ensauvagement que j'évoquais tout à l'heure, qui avait jadis été conçu par Madame Delpech, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, l'ensauvagement progresse et je souligne que c'est l'ensauvagement visible, celui par exemple des narcotrafiquants, mais c'est aussi l'ensauvagement dans l'ordre
des États totalitaires. Et c'est pourquoi je suis si attaché à la démocratie. Je pense que seule la démocratie a une chance de préparer l'avenir. Monsieur Braun, j'aimerais vous poser une question. J'ai fait une longue étude sur les mutations humaines et mon hypothèse, comme vous l'avez dit, il faut élever le niveau de la civilisation et préserver l'humanité. Et la clé de mon essai, c'était une vérité réparatrice, c'est-à-dire que nous puissions réparer les injustices subies, vécues par une partie de la population mondiale, et que même au niveau individuel, on puisse concevoir la vérité comme réparatrice, c'est-à-dire que comme pouvant nous révéler les choses telles qu'elles sont, mais aussi par cette révélation nous proposer de modifier les choses telles qu'elles sont à cause de la compréhension de la vérité, de ce qu'elle amène, de son éclairage, elle a une chance de pouvoir réparer. Et au niveau économique, on va entendre Éric Carré et le professeur Hubert Landier qui vont parler du soin et d'une économie du soin. Or, je ne pense pas qu'on pourrait avoir l'économie du soin sans vérité réparatrice. Est-ce que cette idée de vérité réparatrice a un écho en votre pensée? Oui, mais je me permets d'être brutal et je vous demande pardon. Ce n'est pas le moteur qui nous élèvera. Le moteur qui nous élèvera est celui que l'humanité a toujours pratiqué. J'ai l'habitude d'expliquer la différence entre les êtres humains et les personnes que certains êtres humains deviennent. Il y a en chaque personne, en chaque individu, une espèce de génie propre qui attend l'occasion de se révéler, qui très largement, et surtout dans les temps obscurs ou dans les totalitarismes, ne peut pas se révéler, mais il y a toujours eu des gens pour devenir des personnes à partir de l'être humain. J'aime beaucoup cette citation d'un alpiniste anglais, je crois que c'était Hillary, à qui on demandait pourquoi vous avez vaincu l'Himalaya. Parce qu'il était là, c'était la réponse. Et c'est l'humanité qui transcende les obstacles et qui s'accomplit elle-même. Donc, je pense, oui, madame, la dimension réparatrice est majeure, mais elle n'est pas le moteur. Le moteur serait donc notre aptitude à transcender, à l'homme qui Oui, dépasse l'homme, en fait. oui. C'est Et je pensais en vous le- écoutant que c'est Mozart qu'on assassine. Comme, oui, oui, non, combien il y a eu de Mozart assassinés, combien il y a eu de difficultés pour les gens qui voulaient se manifester. Il y a une profession disparue pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui est celle des alchimistes. ah Quand oui, vous vous rendez compte que du côté du 9e, du 10e, du 11e, du 12e siècle, dans ce vide total de la pensée, dans ce fixisme des religions et de tout et des pouvoirs locaux, il y a des personnes qui désespérément cherchaient autre chose, qui n'avaient pas d'autre possibilité de le chercher que en essayant de se confier à la magie du feu. Le feu était à l'époque ce qu'il y avait en quelque sorte de plus spirituel dans l'humanité. Et donc, voilà, je dis que c'est ainsi que nous sommes et que à toute époque, des gens ont effectué ce passage héroïque
entre l'être humain enrégimenté, soumis, obéissant, et la personne, et que si j'ai confiance en l'avenir, c'est parce que à notre époque, ce mouvement de la civilisation a déjà eu lieu depuis le XVIIIe siècle et qu'il y a parmi nous, et la preuve, si vous permettez, c'est vous-même et Hubert, beaucoup de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont bien au-delà de simples êtres humains. Merci beaucoup. Je pense aussi à cette notion de feu sacré. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous nous fondons sur quelque chose que rien ne fonde, hein. Il n'y a pas Oui, de, il n'y a pas de fondement à l'homme, sinon si, madame, il y a un fondement, c'est oui. le pouvoir conceptuel qui est propre à chaque individu. Mais qui Ça, c'est fonde le ce fondement. pouvoir? Mais qui fonde ce pouvoir? Précisément, Un passer de l'être soumis oui, à la personne qui se prend en charge. Être une personne, c'est révéler son propre pouvoir conceptuel. Et faites un test. La personne dans votre entourage la plus humble que vous connaissiez, oui, mettez-la devant le défi de son propre épanouissement et oui. vous révélerez son concept fondateur et Dieu sait où elle ira. Je suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord avec. Je m'en réjouis. Mais c'est là que je pense que nous avons beaucoup à réparer, professeur. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup à réparer. Mais vous Et- et- savez, oui, premièrement, je vous dis, un oui franc et massif. Et de l'autre, je vous dis que notre histoire a quand même dans tous les pays du monde était celle du mépris et de l'étouffement de la personne. Il y a eu quelques milieux, en particulier les religions, entre autres la religion chrétienne, je me permets de dire ça parce que je n'y appartiens pas, qui ont été des révélateurs de personnes, bien qu'ils aient aussi fait souffrir pas mal de personnes, mais globalement, ils ont été des révélateurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous n'arriverons pas à l'avenir si nous restons des êtres humains. Nous saurons construire l'avenir si nous devenons tous des personnes et nous en avons la vocation. C'est notre raison d'être. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que pour imaginer l'avenir, il nous faut quitter le village au milieu de ses habitudes, de ses certitudes, de ses conformismes, et rentrer dans la forêt sacrée, je paraphrase Heidegger, pour y rencontrer l'inattendu, ce qui n'a pas encore de nom, et y trouver de quoi renouveler la vie du village. Hubert, si vous me permettez, je m'approprie cette phrase. Je la partage tellement. Je dis, c'est exactement de ça qu'il s'agit. En Donc, fait, c'est un avenir au-delà de l'avenir, comme disait Hubert. Vous permettez, je suis encore embêtant, hein, Oui, oui. je, ça me plaît pas, avenir au-delà de l'avenir. C'est, je préférerais dire euh, l'avenir, responsabilité de chacun d'entre nous. L'avenir entre nos mains, finalement. L'avenir entre nos mains. Et je vous rappelle à ce sujet que les gens qui ont tant fait dans le passé étaient des gens invisibles par rapport aux normes politiques. Et ça sera de nouveau le cas, et ça sera plus facilement le cas, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les personnes sont aujourd'hui plus nombreuses qu'elles n'ont jamais été. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains. ce que vous dites là est très important parce que ça veut dire que
il ne faut pas attendre l'avenir de ce que diront les hommes politiques, euh, mais que l'avenir est à rechercher parmi tous les citoyens ou les humains qui sont dans la société et qui, chacun à son niveau, essaie d'inventer, d'imaginer ce qui n'existait pas encore. La formule c'est Mozart qu'on assassine, qui a été évoquée tout à l'heure par Mariana, traduit ce que vous dites. Nous avons assassiné des Mozart tout au long de l'histoire, partout. On les a fait mourir sur des champs de bataille, etc., où on les a fait mourir de faim, ou dans des geôles. Tiens, je vous livre une confidence au passage. Je déteste les châteaux forts. C'est beau, les châteaux forts, mais que vous pensez à quel point c'était des lieux d'enfermement, à quel point c'était des lieux où on avait peur. Finalement, c'était horrible. Et je dis qu'effectivement, je reprends votre comparaison avec le village. Non, ce ne sont pas les hommes politiques, c'est vous, j'allais pas dire moi, parce que moi je suis trop âgé pour ça, mais peut-être Mariana et d'autres qui élaboreront les concepts qui permettront d'ouvrir l'avenir. Ne comptons pas, j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument compter sur les politiques et en même temps, c'est la même logique, ne comptons pas sur eux parce qu'ils sont devant un mur dans tous les domaines qu'ils ne sont pas capables de franchir. Là, vous nous Un avez donné une ami, clé, juste une minute, c'était élever le niveau de la civilisation. Vous nous avez donné une grande clé. Et je me suis penchée beaucoup sur cela, étant docteur en éducation, culture et société. Donc, comment élever ce niveau de la civilisation? Quelle serait pour vous la plaque tournante de ce changement? C'est très simple. Traiter les vrais problèmes. Par exemple, j'en prends trois que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. L'éducation, l'intelligence artificielle. J'en ajoute un troisième qui est au hasard, le logement ou la santé. C'est en traitant au fond et pas en forme, disons pas en termes de réformisme. Le réformisme, c'est fini. En termes de réinvention. Par exemple, l'éducation. Dans ses débuts, la Troisième République a vraiment inventé l'éducation. Aujourd'hui, il faut réinventer l'éducation. Mais personne ne travaille et donc il ne se fait rien. Mais si une douzaine de grands sujets de ce genre étaient pris en charge, cela créerait la dynamique de l'élévation du niveau de la civilisation et cela redonnerait l'espoir et le sens de l'avenir à la jeunesse. un membre du CIRET, Thierry Groussin, m'adressait un message hier pour évoquer la figure de Moïse. Moïse qui s'est levé pour inventer un avenir qui n'était plus, qui ne pouvait plus, ne devait plus être celui qui avait été, la vie qui avait été vécue par son peuple. Et Moïse conduit son peuple vers la terre promise, mais il meurt avant d'arriver à la terre promise. Et je me dis que ces personnes que vous évoquiez, elles sont un peu comme Moïse. Nous avons à nous diriger vers quelque chose que peut-être nous ne verrons pas. Mais néanmoins, nous devons préparer, aller dans ce sens et essayer de guider les autres en ce sens. Est-ce que vous êtes J'essaie, d'accord? je suis complètement d'accord avec cela en précisant que, au fond, Moïse, il a quitté sa condition d'être humain au travail du matin au soir sous la schlag pour devenir une personne. Et en tant que personne, je crois, il a guidé, enfin vous savez, on a fabule, hein, il a guidé, mais surtout,
Les autres sont venus vers lui parce qu'il y avait là une personne et qu'on fait confiance aux personnes. C'est le vrai phénomène de leadership quand il n'est pas abusif. Merci, cher Armand Braun. Je pense que ce que vous venez de dire, ça peut être la conclusion de ce que vous venez de nous dire et des rappels que vous nous avez faits. Un grand merci au nom de tous les membres du CIRET. Moi, j'ai été très heureux d'être avec vous et la prochaine fois que je passerai à Longwy, je penserai à Mariana. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Et oui, c'est là que j'ai eu mon bac. Vous savez, moi aussi, je tenais à vous remercier énormément, mais je voudrais me joindre à vous. Je pense que nous sommes dans un temps de semailles, de concepts extraordinaires, mais je ne pense pas, comme Hubert l'a souligné, que nous verrons les fleurs. Je pense que ce sera dans 2, 3 générations qu'ils verront éclore nos fleurs. Madame, à l'âge de 87 ans, que j'ai le privilège d'avoir atteint, je ne peux pas vraiment démentir ce que vous dites. Voilà. Pour ne pas dire que je n'ai pas parlé des fleurs. Non, Alors, l'enjeu, c'est effectivement d'aller dans les fleurs, c'est de sortir de cette de cette, nauséabond de cette, immobilisme actuel. oui, 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 de sortir nous sommes dans des temps sombres, dans des sombres temps, mais nous entrevoyons la lumière. Nous entrevoyons la lumière. Merci, merci beaucoup et merci au professeur Hubert Landier de nous avoir présenté cette personne extraordinaire qui est Monsieur Merci à Armand. vous deux. Au revoir. Un grand merci, Armand.